Je voudrais pouvoir m'arrêter partout et puis me transformer en un petit nuage et pouvoir voir tout ce que j'aurais envie de voir. Et puis revenir sur mon bateau, continuer et aller plus loin. Et là, c'est impossible. Tu sais, tu vas peut-être te moquer de moi, mais un bateau avec lequel tu as fait pas mal de choses, tu finis par avoir une certaine complicité entre le bateau et toi. Et moi, mon bateau, il m'est arrivé de l'embrasser au pied du grand mât. Et le capitaine Brown m'a appris une chose que tout le monde devrait savoir, c'est que lorsqu'on embarque sur un bateau à couple duquel on se trouve, ou un bateau qui est à quai, on te demande de monter à bord, tu plonges jamais à l'intérieur. Tu passes d'abord devant le grand mât, tu fais le tour du bateau, par respect pour le bateau, tu rentres ensuite à l'intérieur. Et je trouve que c'est beau. Et pourquoi? Parce que le bateau est une personne pour toi? Oh, c'est plus qu'une personne. À 4 pattes sur une personne, tu ferais pas le 100 millième de ce que tu peux faire avec un bateau. Depuis quelques jours, dans les eaux de la rade de Fort-de-France, un bateau, un ketch, son nom le Capitaine Brown, et le capitaine du Capitaine Brown, Loïc Fougeron. Loïc Fougeron, vous êtes breton, je suppose? Je suis bas breton, oui, je suis breton. Je suis né dans un petit village qui s'appelle Saint-Marc-sur-Mer, qui se trouve en Basse-Bretagne. On est un peu surnommé Canard, mais enfin je crois quand même que je suis breton. Si je ne suis pas à 100%, je le suis à 100% de cœur. J'étais un mauvais élève. Le collège se trouvait juste en bordure de la mer. Je crois que j'ai passé beaucoup plus de temps à regarder la mer par la fenêtre que le tableau. Oui. Étant tout petit, chaque fois que je voyais un bateau sur l'eau, ça me faisait rêver. Et je me suis dit, un jour j'aurai un bateau et moi aussi je naviguerai. Et puis après, j'ai construit mon premier bateau que je trouvais être le plus beau bateau du monde, qui était le Coule à pic. Pour naviguer dans ce bateau, il fallait avoir une bonne boîte de conserve, c'était indispensable. Il fallait écoper souvent. Et il fallait écoper pratiquement sans arrêt. Et le Coule à pic naviguait tout de même. Et le Coule à pic naviguait, oui. Avec le Coule à pic, on allait tourner autour des rochers, on s'échouait, on s'égratignait. On se grattait les fesses dans les clous qui dépassaient toujours. Il fallait beaucoup de coltard pour essayer d'étancher les voies d'eau. Enfin, ça flotte. Ça me fait... c'est émouvant. Ça remonte à 70 ans. C'est le temps qui passe, c'est comme ça. C'est comme ça, mais quelque part, ça me fait très plaisir. Et la guerre est arrivée, j'ai interrompu mes études, je me suis retrouvé dans la défense passive au milieu des bombardements, etc. Les Français ont débarqué en Provence, j'ai filé en Provence, je me suis engagé dans l'armée d'Afrique et je me suis retrouvé dans les tirailleurs marocains et j'ai été envoyé en renfort dans les Vosges. Lorsque j'ai été démobilisé, j'ai un de mes beaux-frères qui montait une affaire au Maroc et qui m'a demandé d'être son adjoint et je suis parti travailler au Maroc. J'ai eu différents petits bateaux avec lesquels je faisais des petites croisières. Je descendais aussi souvent aux Canaries, accompagner les bateaux de passage. De temps en temps, je faisais un convoyage de bateaux. Et puis, le virus me poursuivait. Il restait toujours en fond sonore l'espoir d'un long voyage. L'espoir d'un long voyage et l'espoir d'un grand bateau.
je rêvais à une grande traversée. Et puis j'ai connu Jean Le Basson par l'intermédiaire d'un garçon avec lequel je faisais du judo, qui m'a dit, puisque tu me parles toujours de bateaux, tu me saoules avec des histoires de bateaux, je vais te faire connaître un vrai marin et, qui a un bateau et qui va bientôt traverser l'Atlantique. Jean Le Basson avait un petit bateau, un ancien canot de sauvetage de la Société Centrale de Sauvetage, un bateau qui marchait normalement à l'aviron avec 2 voilotières. Nous sommes devenus très amis et ce projet, nous l'avons réalisé ensemble. Lorsque Bernard Moitessier est passé avec sa femme à Casablanca, ayant pour destination Tahiti, je le revois encore avec son ouvre-boîte à la main, se disant tiens, ça ne devrait pas être mauvais. Il attrapait une boîte de conserve, il l'ouvrait, il goûtait, il retournait la boîte, il la mettait au fond du rayon et il passait au rayon suivant. Ça c'est Moitessier, ce sont ses côtés. Des côtés amusants et des côtés des merdes, mais enfin, c'est tout Moitessier pour moi. Je suis né au bord de la mer. La première chose, quand mes yeux sont ouverts, ce que je voyais, c'était le rayon d'un phare qui balayait mon berceau. Et bien sûr, je ne pensais pas faire le tour du monde à cette époque-là, mais c'est venu dans ma petite cervelle, tout doucement, ça fait son chemin. Et je voulais faire un gros truc. J'avais vraiment envie de faire un tour du monde, mais un tour du monde à moi, et un tour du monde sans m'arrêter. Et lorsque j'ai parlé de cela à Moitessier m'a dit, eh bien écoute, moi j'ai envie de faire la même chose. Confidence pour confidence, j'ai envie de faire la même chose que toi. Je me suis donc fait inscrire à cette course des Sunday Times. Et nous avons préparé notre bateau, Bernard Moitessier, Josua, le sien, et puis moi, j'ai préparé Captain Brown. Et la préparation a dû durer quand même un moment, plusieurs semaines. Nous avons partagé nos astuces, nos connaissances, les idées que nous pouvions avoir, parce qu'il fallait tout prévoir, y compris l'imprévisible, puisqu'il n'était pas question de faire escale ou de demander de l'aide à qui que ce soit. Je pense que nous sommes partis un jeudi. Et nous étions au mouillage, à portée de voile l'un de l'autre. Et il m'a dit, t'as écouté la météo? Je voulais l'écouter, je dis bien sûr. Il me dit, bon bien, tu as pareil toi un vendredi? Je lui dis non, en aucun cas. Il me dit, ben moi non plus. Des superstitions. Et nous avons appareillé, nous avons fait superbe. Et nous sommes partis ensemble. Escortés par de nombreux bateaux, petits bateaux, petites vedettes, bateaux anglais, qui nous ont souhaité bonne chance sur tous les tons. Et puis, petit à petit, les derniers bateaux sont rentrés, nous sommes retrouvés seuls. Bernard était déjà très loin devant moi. Notre première nuit, nous avons eu de la brume. Très peu de vent et une brume à couper au couteau. Ça n'a été que des coups de sirène à droite, à gauche, devant, derrière, enfin, des nuits que l'on n'aime pas parce qu'elles sont dangereuses. Le lendemain, sur le coup des 10 heures, le brouillard s'est levé, le vent, un petit vent portant aussi. La course commençait sous de bons auspices. En plein milieu de l'Atlantique Sud, à la hauteur du Cap, il y a une petite île qui s'appelle Tristan d'Acunha. Et dans un terrible coup de mauvais temps, j'ai chaviré avec ce bateau. Ce jour-là, je me suis retrouvé à bord d'un bateau désemparé, fatigué, crevé, je peux le dire. J'ai eu peur, parce que chavirer, c'est vraiment pas gai. Je crois qu'on aurait tous peur dans un cas pareil. Enfin, personnellement, j'ai eu peur. Je me suis retrouvé à bord d'un radeau, un bateau désemparé. Et je me suis juré ce jour-là que si j'arrivais à tirer ma peau de ce chaudron affreux qui était devenu la mer, jamais plus de ma vie, je remettrais les pieds sur un bateau, quel qu'il soit. Et pendant 14 jours, à partir de ce chavirage, j'ai essayé de rejoindre Cape Town parce que j'avais l'intention de réparer et de repartir. Je dois vous dire que 48 heures après ce chavirage, mon serment d'ivrogne de ne jamais remettre les pieds sur un bateau était déjà passé par-dessus devant. J'ai été obligé de faire route sur l'île de Sainte-Hélène
J'y suis arrivé 24 jours après mon chavirage, j'ai réparé mon bateau et je suis reparti, non pas en direction de l'Europe, j'ai décidé de faire un petit détour, je n'étais plus à 2000 milles près, j'ai décidé de faire un petit détour par la Martinique. Je n'avais jamais fait de voyage en solitaire et j'ai trouvé ça absolument effrayant. Il m'est arrivé de monter sur le pont et de hurler de solitude, hurler parce que j'avais pas une gueule en face de moi, j'avais personne, j'étais vraiment seul, tout seul, hein, en dehors des oiseaux, j'avais rien, hein. Je me suis mis à parler aux dauphins, à parler aux oiseaux, à parler aux poissons. Quand je pêchais une dorade, je disais, ma vieille, t'as pas de chance, mais qu'est-ce que tu veux, moi j'ai faim et j'ai besoin de bouffer, hein. Alors je vais essayer de te faire le moins de mal possible, mais tu vas passer à la casserole. Mais je détestais voyager en solitaire. C'est pour cette raison-là que la seconde fois, je suis parti avec une personne qui n'avait jamais navigué, une Belge, qui était hôtesse de l'air, et qui m'a dit qu'elle, ça l'attirait beaucoup. Et ben, je lui ai dit, si tu veux, je t'emmène. Et je suis parti avec elle. Voilà. Bon, mon second départ, j'avais décidé de réaliser mon rêve, de tirer un trait sur mon passé, d'abandonner mon boulot et de partir naviguer, faire ce tour du monde sans escale que j'avais décidé de faire des années avant. Le premier bateau avec lequel je suis parti était un bateau très sûr, mais trop lourd. Trop lourd, il ne pouvait rien lui arriver, il était tellement costaud qu'il pouvait être roulé comme une balle de ping-pong dans la mer, il ne lui serait rien arrivé. Après une réflexion, je me suis dit, c'est Bernard qui a raison, le bateau qu'il faut, c'est un bateau qui soit maniable par une personne, donc 12 mètres. Je suis allé parler à Louis Vandeville, à qui j'avais acheté mon premier bateau. Je suis allé lui en parler, il m'a dit, bon, bah, si tu veux, moi je te dessine un bateau, on va en discuter, et c'est reparti comme ça. Betty Blancart, un tour du monde, 8 mois de mer, une escale à bord du Captain Brown où vous étiez Bosco. Quand le Bosco est une femme, comment ça se passe? Quel est son rôle? D'abord, je me suis occupée de l'intérieur du bateau et de la cuisine, c'est ce qui me semble le plus important. Et puis de temps en temps, je donnais un coup de main à Louis quand il fallait réparer des voiles, recoudre certaines choses. Et puis je sortais aussi le nez sur le pont, pas trop souvent. Quand c'était possible. Quand le temps le permettait. Quand le temps le permettait, je ne suis pas très courageuse. C'était votre premier voyage? C'était mon premier voyage. Premier. Je n'avais jamais auparavant mis un pied sur un bateau. Eh bien, dites-moi. Au début, j'avais eu beaucoup de difficultés à m'habituer. Et les premiers jours, quand nous sommes partis, je me rappelle que je commençais à pleurer et je voulais rentrer. Pas chez maman, mais... C'est assez difficile de s'arrêter au prochain port dans ces cas-là. Comment ça s'organise la vie à bord? Je crois que nous nous sommes un peu départagés le travail. Alors moi, comme je dis, je m'occupais surtout de l'intérieur et de la cuisine. Et puis je m'occupais aussi des calculs et je traçais les droites que Loïc prenait au sextant le matin, l'après-midi. Comme elle n'avait pas voulu apprendre, elle avait son caractère à elle. Si elle n'avait pas eu ce caractère-là, elle ne serait peut-être pas venue avec moi. Comme elle n'avait pas voulu apprendre, lorsqu'on est arrivé dans les hautes latitudes, je ne voulais pas qu'elle mette le nez dehors, parce que c'était trop dangereux. De temps en temps, on était balayé par une vague. Il ne faut pas oublier l'époque, les bateaux étaient lourds à cette époque-là. On était souvent balayé par des vagues complètement. Et je ne voulais pas qu'elle sorte à l'extérieur. Alors elle me regardait faire les manœuvres, réduire la toile ou en envoyer à travers la coupole. Vous avez eu de grosses émotions pendant ce voyage puisque c'était le premier? Je crois que oui. On a ramassé beaucoup de mauvais temps auprès de l'Australie, vraiment effrayant. Et alors à ce moment-là, Loïc m'avait posé la question, il m'a dit, est-ce que tu as peur? Puis j'ai dit, ben non, je crois pas. Et puis je dis, oui, peut-être quand même un petit peu.
Et puis finalement, je ne savais pas très bien. Et elle m'a dit, mais... Peut-être quand on a très très peur, on ne réalise pas finalement. Non, on ne se rend plus compte. Je me rappelle, j'étais assise à un certain moment et je me suis dit, j'espère que ce sera vite terminé. Le mauvais temps nous a accompagnés, ne nous a pas lâchés presque depuis l'île de la Nouvelle-Amsterdam jusqu'au bout du Pacifique. L'humidité à bord était effrayante, on peut dire vraiment effrayante. Il était impossible de sortir sur le pont sans cirer, sans s'amarrer, sans ses bottes, sans son harnais de sécurité. Et à l'intérieur, tout moisissait, tout devenait vert. Les couvertures étaient humides. Le moral n'était pas toujours fameux, je veux le dire. Il y a des jours où j'en avais marre. On se demande ce qu'on fait là. On se demande ce qu'on fait là. On a envie de tout envoyer promener. Et on continue toujours. On continue pour Il est pas... difficile de s'arrêter quand on en est là, finalement. Bien sûr, il est difficile de s'arrêter quand on a décidé de faire quelque chose. Bon, on va jusqu'au bout. Et puis, je me donnais des coups de pied en derrière en disant « T'as pas de morale aujourd'hui, ça ira mieux demain ». High 1022 millibars. With the centers west of Buller. Non. Voilà, chérie, ce qu'ils ont dit. Les vents d'ouest 20 à 25 nœuds sur le détroit de Favreau. Mer modérée. Vent tendance au nord demain. Visibilité de 3000. Alors, je ne sais pas s'il a dit devant le front ou après le front. C'est un enregistrement. Oui, mais c'était juste ça craquer. Tous les jours, nous notions notre point, notre progression sur la carte. Un jour, c'était 130 000, un jour 150 000, un jour 160 000, un jour 120 000. Un jour, rien du tout, parce que nous avions des vents contraires et nous étions obligés de nous mettre à la cape. Mais le Cap Horn approchait. Nous rêvions d'Alizé, nous rêvions du beau temps, du soleil, du moment où on pourrait enfin laisser le panneau ouvert et puis revivre d'une façon tout de même plus normale. Et nous avons ramassé à ce moment-là des vents de boue. Nous avons marché auprès dans cette mer énorme, c'est très dur. Et après, le vent a tourné au sud. La banquise, l'extrême limite de la banquise n'est pas loin. Et ce vent était glacial. Malgré ce que je croyais, ce coup de vent a forcé et est devenu très dur. Et j'ai senti, il était 8 heures du soir, j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'étais épuisé de fatigue. Je vomissais de fatigue quand j'allais sur le pont. Entre deux manœuvres, je vomissais de fatigue alors que je n'ai jamais eu mal de mer. Et je sentais qu'il fallait que je me mette en fuite. Je risquais une nouvelle fois de chavirer, de perdre les mains. Alors à un moment, je restais là, ne me décidant pas, parce que je sentais que si je me décidais à me mettre en fuite, je n'aurais plus le courage de repartir et de passer le Cap Horn. Alors que j'en étais si près, alors que je le voyais sur la carte qu'il était à 2 pas, qu'il était à quelques jours, 5 jours, 6 jours peut-être. Et au bout d'un moment, je me suis dit, si tu fais pas quelque chose, tu vas chavirer. Alors je suis monté sur le pont. Et j'ai réglé la barre, j'ai réglé le pilote, je me suis mis en fuite. C'était vraiment un côté qui était martyrisant parce que j'entendais la musique de Polynésie sur mon poste. J'avais un poste très puissant, un poste récepteur simplement, pour pouvoir prendre le top de Washington et faire mon point. Et j'entendais la musique polynésienne et tous ces vainés qui chantaient, qui me sonnaient les oreilles. Et puis, non, je m'étais dit, un jour, mais pas cette fois-là, je passe le Cap Horn avant. Je me dis, je repartirai à nouveau parce que le Cap Horn, je le passerai, j'y crever, je passerai le Cap Horn. C'est un peu un défi, c'est un peu vouloir faire quelque chose qui semble au-dessus, ce qui est faux d'ailleurs, au-dessus de la force du commun des mortels. Hein. Moi je veux le faire comme je suis né 2 siècles trop tard. J'aurais voulu le faire sur les grands navires autrefois. Hein. Là où, quand quelqu'un tombait à l'eau, on balançait une bouée couronne, mais le navire ne s'arrêtait pas. La mer fait partie de ma peau. Je vous dis, j'ai un peu d'eau salée qui me coule dans les veines. Et ça, mettez de côté votre modestie, quelle est la principale qualité pour entreprendre ce genre de choses? L'entêtement, je crois.
la persévérance, l'amour, parce que c'est sans aucun doute une forme d'amour, aimer la mer de cette façon-là. Mais vous parliez de modestie, la mer vous apprend la modestie, la mer vous apprend l'humilité, la mer vous apprend que vous n'êtes vraiment rien. Je vous ramène à vos justes proportions. Oui, et vous me direz peut-être qu'il faut beaucoup de courage pour faire ça. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, s'il faut du courage. Non, je ne crois pas. Il m'a fallu beaucoup de courage pour rester à terre. On ne pas le faire. Non. Les gens qui ont du courage, ce sont des gens qui ont le courage de se lever le matin pour aller à leur bureau à 8 h, pour en sortir à midi, pour y retourner à 2 h et pour en sortir le soir. Ça, ce sont des gens qui ont du courage. Je pense que dans certains cas, il est préférable d'être solitaire. On peut aller davantage jusqu'au bout de soi-même. On n'engage que sa propre responsabilité, que sa propre vie. C'est à la fois et plus facile et plus difficile. Quelqu'un que j'aime beaucoup trouvait que mon bateau avait l'allure d'une cellule de moine. C'est un petit peu ça, tout de même, la navigation solitaire. Bien oui, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile, et c'est beaucoup plus agréable d'avoir un bateau qui ressemble à autre chose qu'une cellule de moine. Oui, puis enfin, on peut naviguer en solitaire et... Sans être moine. Voilà. Et être attaché un peu au bien de ce monde. Exactement, même. Oui. Un bon marin, c'est un garçon prudent. C'est un garçon qui sait réfléchir, prendre son temps. Quand on a du mauvais temps et que les choses commencent à se gâter, c'est à ce moment-là qu'il faut récupérer tout son calme et faire les choses en pesant le pour et le contre et les faire calmement. Un vrai marin, c'est quelqu'un qui a compris qu'on n'emporte jamais de victoire sur la mer, parce que la mer est toujours la plus forte. Et ce que l'on peut appeler une victoire, c'est parce qu'elle l'a bien voulu. Mon bateau s'appelle Captain Brown en souvenir d'un vieux capitaine canadien qui est mort dans mes bras à l'âge de 98 ans. Je l'aimais beaucoup. Et je peux vous garantir, je ferai sourire beaucoup de gens, que l'âme de mon bateau, c'est le Captain Brown, et que mon bateau est habité par le Captain Brown, et que je sens sa présence à bord. Je vais même plus loin. Dans certains cas, je peux dire qu'il m'a conseillé. Dans certains cas, il m'a réveillé parce qu'il fallait absolument que je monte sur le pont. Captain Brown, à lui seul, est toute une histoire. Il est d'origine canadienne et il a été naturalisé américain au moment de la guerre hispano-américaine. Il dégageait quelque chose de fantastique, il dégageait toute une histoire, il était d'un autre siècle, d'une autre école, il avait navigué sur des grands voiliers, et c'était un livre d'histoire. J'avais l'impression qu'il savait tout, qu'il pouvait m'enseigner sur n'importe quel sujet. Et encore une fois, c'était un être fascinant, c'est difficile à décrire un être comme cela. Il marchait très droit, d'une façon très digne, et on ne pouvait pas... Lorsqu'on le rencontrait sur son passage, on ne pouvait pas rester insensible à une présence semblable. La veille du jour où j'ai passé le Horn, j'ai chaviré. J'ai chaviré, comment est-ce que j'ai conservé mes mâts, je n'en sais rien. J'ai chaviré, je suis sûr d'avoir chaviré parce que le bateau a fait un tour complet parce que je me suis retrouvé sur le plafond. Ce jour-là, bon, moi, je croyais que c'était la fin de tout, quoi. C'est pas très glorieux, mais j'ai passé le Horn, la mer était parfaitement calme, enfin comme elle peut l'être sous ces latitudes lorsqu'elle est calme. J'avais des albatros qui étaient posés autour de moi. Je n'ai pas vu le Horn parce que j'en suis passé beaucoup trop loin, beaucoup trop sud. Et le soir du jour où j'ai passé le Horn, je l'ai passé poussé par le courant.
Et le soir du jour où j'ai passé le Horn, j'ai vu le rayon vert. C'est pour la première fois de ma vie. Après avoir passé le Horn, j'ai l'impression que je suis tout nu. parce que c'est quand même, je le dis en toute modestie, c'était quand même un objectif, la barre passée assez haute. Et une fois que c'est réalisé, eh bien, on a l'impression qu'on a achevé l'ouvrage de son existence. Hein, et on se sent vraiment, on se sent tout bête. Je ne sais pas si je garderai mon Captain Brown, je ne crois pas. J'ai envie de campagne, j'ai envie de... Je songe à un petit presbytère et à un pommier. J'ai envie de m'allonger dans l'herbe sous un pommier. Et vous pensez que ça va durer longtemps, ça? Je le souhaite de tout cœur et je ferai tout ce que je pourrai pour que ça dure très longtemps. Et vous ne pensez pas que de temps en temps, il y aura un petit vent malin qui passera entre les branches du pommier et qui viendra dire « Dis donc Loïc, je souffle aussi ailleurs » Vous faites partie de ces gens qui portent nos rêves, et c'est vrai, enfin, ce que nous n'avons pas le courage de faire, ni les compétences, ni... Enfin... Alors je crois que quand même il est bon que vous essayiez de nous faire partager ce que vous avez vu. Et... Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux et en dehors de cela, le fait de faire partager ce que j'ai vu, la mer m'a appris beaucoup de choses. Oui. Et l'on m'a appris beaucoup de choses, des marins plus âgés que moi. Et toute cette somme de choses apprises, enregistrées, que j'ai pu utiliser et qui m'ont bien servi, ne m'appartiennent pas. Et j'essaierai tout de même d'en faire profiter les autres dans toute la mesure du possible. Je crois que c'est indu, c'est quelque chose que l'on doit faire. Il faut être sonné, dingue, totalement timbré, avoir le cerveau plein de toiles d'araignée pour faire le tour du monde pratiquement sans escale. Mais la prochaine fois, si prochaine fois il y a, je suivrai la route du bon Dieu, celle des Alizés, je brûlerai mon calendrier et m'arrêterai partout. Mais dis-moi Loïc, alors pourquoi tu l'as pas fait ça? Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas pu le faire et j'aimerais encore le faire. Hein. J'aimerais encore le faire bien que il y a une telle insécurité partout où on passe que je voudrais pouvoir m'arrêter partout et puis me transformer en un petit nuage et pouvoir voir tout ce que j'aurais envie de voir. Et puis revenir sur mon bateau, continuer et aller plus loin. Et là, c'est impossible.